Plusieurs publications récentes dans le domaine du roman témoignent de l'intérêt fort des sociétés occidentales pour l'ingénierie, l'industrie, le génie civil ou les travaux publics. Je pense à Naissance d'un pont de Maëlys de Kerangal, La route de Tassiga d'Antoine Piazza ou L'Anse centrale d'Elisabeth Filleul, par exemple, qui sont tous parus ces dernières années. Et là, je m'en tiens à la production littéraire française. En 2009 et 2010, ont paru 2 romans consacrés à l'ingénieur Nikola Tesla, L'homme électrique de Martine Lecoz et Des éclairs de Jean Echnoz. Nikola Tesla, ingénieur américain d'origine serbe, né en 1856 et mort en 1943, contemporain d'Edison, est connu notamment pour avoir conçu le courant alternatif. Alors mes lectures croisées d'Echnoz et Lecoz se situent dans une recherche plus large sur les représentations de l'ingénierie et de l'ingénieur, occupant, il me semble, une large place dans l'imaginaire contemporain, sorte de déclinaison de l'imaginaire scientifique et technique majeure dans notre appréhension du monde, dans notre vie des images. Alors tout d'abord, je vais vous parler de Tesla en tant que figure de l'initié. La mythologie et le folklore contiennent de nombreux récits de naissances fabuleuses. La destinée exceptionnelle des héros devant être marquée, symbolisée, annoncée dès la venue au monde. Et c'est ce que avait notamment montré Nicole Belmont dans son ouvrage « Les signes de la naissance », étude des représentations symboliques associées aux naissances singulières. La naissance doit être grandiose, associant définitivement la destinée extraordinaire du héros et son don, sa particularité, sa mission, au monde. Finalement, ce n'est pas tant la mère qui met au monde le héros que le monde lui-même. Ce thème est tributaire d'une conception religieuse. Une entité supérieure, le ou les dieux, se manifeste pour marquer de leur sceau le nouveau-né. Alors le plus souvent, c'est le déchaînement des éléments naturels qui est signe annonciateur d'un événement hors norme, l'orage en étant l'image la plus traditionnelle, signe patent de la manifestation divine. Alors la naissance de Tesla, dont la destinée sera liée à l'électricité, est précisément placée sous le signe de l'orage, des éclairs. Les titres des romans sont à ce sujet explicites. Echnoz est celui qui recourt le plus pleinement au modèle mythologique de la naissance extraordinaire. L'agitation qui entoure la naissance de Grégor, c'est le prénom qu'il donne au personnage qui représente Tesla. Donc l'agitation qui entoure la naissance de Grégor répond à l'agitation de la nature, à l'agitation d'une vie ainsi vouée au magnétisme et à la frénésie électrique. Tout commence d'abord par un grand désordre. Sa naissance bouleverse l'ordre du monde. Donc je cite Echnoz. D'abord, quelques minutes avant qu'il s'extrait de sa mère, et comme tout le monde s'affaire dans la grande maison, un orage violent s'est levé. Précipitations granuleuses et très denses provoquant un fracas étal, feutré, chuchoté, impérieux comme s'il voulait imposer le silence, distordu par des mouvements d'air cisaillants. Ensuite et surtout, un vent perforant de force majeure tente de renverser cette maison. Il n'y parvient pas, mais forçant les fenêtres écarquillées dont les vitrages explosent et les boiseries se mettent à battre, leurs rideaux envolés au plafond ou aspirés vers l'extérieur, il s'empare des lieux pour en détruire le contenu et permettre à la pluie de l'inonder. Ce vent fait valser toutes les choses, bascule les meubles en soulevant les tapis, brise et dissémine les bibelots sur les cheminées, fait tournoyer au mur les crucifix, les appliques, les cadres qui voient s'inverser leurs paysages et culbuter leurs portraits en pied. Convertissant en balançoires les lustres sur lesquels s'éteignent aussitôt les bougies, il souffle également toutes les lampes. La naissance de Grégor se déroule ainsi dans cette obscurité bruyante, jusqu'à ce qu'un éclair gigantesque, épais et ramifié, torve colonne d'air brûlée en forme d'arbre, de racines de cet arbre ou de serre de rapace, illumine son apparition, puis le tonnerre couvre son premier cri pendant que la foudre incendie la forêt alentour. Dans cet environnement chaotique, la naissance de Grégor, de Tesla, est marquée plus spécifiquement, donc je l'ai dit, par l'énergie électrique, les éclairs, la foudre, le tonnerre. Sa nature sera magnétique et orageuse. Et je cite encore Echnoz, « De telles venues au monde risquant de vous rendre un peu nerveux, son caractère se dessine vite, ombrageux, méprisant, susceptible, cassant. » La naissance de l'initié appelle donc le désordre, le chaos, faisant écho à l'état chaotique qui précède l'acte créateur,
dans une perspective cosmogonique notamment. De plus, Tesla naît en pleine nuit d'orage, dans un entre-deux. Il ne saura jamais vraiment quel jour il est né, la veille ou le lendemain. Sa vie, comme sa naissance, est comme en suspens dans le monde, destiné à avoir une vision surplombante sur les choses. Cette naissance, sous un ciel noir percé d'éclairs, est le signe parfait de la destinée de Tesla. C'est l'image classique de l'élu appelé à éclairer le monde, ici grâce à l'électricité, figurée par les éclairs. Les bougies s'éteignent comme pour signifier l'avènement du monde moderne représenté par l'électricité, l'ampoule comme sur la photo, et Tesla qui représente l'avènement et le développement de l'électricité. Dans la mythologie, le héros porte les stigmates de sa condition, son corps marquant le sceau de son initiation, de sa particularité, de son savoir, en somme de son statut. L'exemple que je cite le plus souvent étant Oedipe le boiteux. Et il en est de même chez Tesla, dont la naissance extraordinaire ne pouvait que laisser présager qu'il serait un être physiquement extraordinaire, hors norme à part. Eschnoz nous parle en effet de son gigantisme, haut, nous dit-on, de 2 mètres. Il y a chez Tesla un excès de savoir, un excès d'énergie, un trop-plein. C'est le propre du héros, de l'être extraordinaire, de l'initié, placé ainsi en marge des autres humains. Eschnoz évoque son développement troublé, ses turbulences de caractère. Dans notre imaginaire, la figure du savant, c'est-à-dire celui qui est initié au secret du monde et de la matière, est souvent représentée sous les traits d'un être asocial, ou du moins maladroit en société, par excès de timidité ou par excès d'orgueil. On l'a vu chez Eschnoz, la naissance orageuse de Tesla marquait son caractère. Il se révèle, je cite, précocement antipathique. Il incarne parfaitement le savant solitaire, son extrême lucidité, son savoir, son intelligence, ne pouvant lui faire que mépriser autrui, sa lenteur, son imprécision et ses limites. Tesla est condamné à créer dans la solitude. Il apparaît très vite qu'il aime mieux travailler seul, en présence de personne. Il apparaît aussi d'ailleurs qu'il aime mieux être seul, et vivre seul en général, et se considérer dans les miroirs plutôt que regarder les autres. Il dîne seul à heure fixe, installé dans un coin et le dos tourné de crainte qu'on l'importune. Le caractère asocial de Tesla est aussi lié à ses monomanies, à ses obsessions. Il est notamment obsédé par l'hygiène. Il entretient une crainte maladive des microbes, et ceci conditionne tout son mode de vie et son rapport aux autres. Cela entraîne des attitudes et comportements excessifs, donnant encore plus d'ampleur, de coloration au portrait du savant solitaire et stigmatisé. Alors Eschnoz insiste là-dessus, et il constitue en cela un portrait de Tesla parfaitement conforme au modèle mythique de l'initié. Je le cite encore. Quand il descend au salon, 21 serviettes immaculées se trouvent empilées par avance sur la table attribuée à Grégor. Sa hantise des microbes est devenue telle qu'il lui faut, avant de manger, soigneusement nettoyer lui-même ses couverts, ses assiettes et ses verres, même si les cristaux du salon des palmiers étincellent aussi fort que son argenterie. Il est également obsédé par le calcul, faisant le décompte de tout ce qui l'entoure. Son appréhension du monde est modelée par les chiffres, et en particulier par le chiffre 3, signe selon lui de la perfection. Sa manie de tout compter perpétuellement, qui est une absorbante besogne, contraignante à l'égal d'une loi. Compter les pavés des avenues, les marches des escaliers, les étages des immeubles, compter ses propres pas d'un lieu à l'autre et comparer chaque fois les résultats, compter les passants dans les rues, les nuages dans le ciel, les arbres dans les squares, les oiseaux dans le ciel. Dans la foule infinie des chiffres qui occupent son esprit, chacun de ceux-ci inspire à Grégor un sentiment spécial. Rien n'égalant son affection majeure pour les nombres divisibles par 3, beau nombre, on le sait, qui marche en toute occasion. Tout ce qui se divise par 3 aux yeux de Grégor, c'est mieux, rien n'est plus beau pour lui qu'un multiple de 3. Donc là, on retrouve aussi l'idée, un peu la conception de la beauté des mathématiques et des chiffres. La description des repas permet à Eschnoz de dépeindre un tableau particulièrement coloré, à la fois burlesque et pathétique. Il astique donc toutes ses pièces, une à une, et, une fois briqué tout cela qui n'en demandait pas tant, d'un geste bref, il incite le maître d'hôtel à présenter le dîner. Mais, après qu'on l'a servi, pas question de manger aussitôt, car il lui faut d'abord estimer, méthodiquement quoique instantanément vu qu'il y est rompu,
le volume exact de chacun des plats, puis celui du contenu de chaque verre, la charge précise de chaque fourchette et de chaque cuillère. Il convient également de compter les coups de fourchette, comme il continue d'ailleurs de toute façon et de plus en plus de tout compter. À cet égard, les choses ne se sont pas calmées. S'il ne tient pas le compte de ses respirations, ce n'est certes pas faute d'y avoir pensé, c'était tentant. Alors la logique de l'ingénieur qui veut que tout soit calculable prend ainsi tout son sens à l'excès. De plus, la symbolique du chiffre 3 est bien évidemment hautement signifiante dans les cultures occidentales judéo-chrétiennes, et Tesla étant croyant, il entretient justement une approche religieuse du monde et de sa propre place dans le monde. La posture autistique du Tesla schnoesien est accentuée par son attachement aux pigeons. Maladroit ou distant avec ses semblables, il développe en revanche un rapport particulier avec les animaux et en particulier avec les pigeons. Dès son plus jeune âge, on nous dit qu'il ne trouve de répit qu'en compagnie des pigeons. La solitude et la misère s'intensifiant au fil des ans, sa seule consolation est d'aller nourrir les pigeons au parc. Il ne devient plus qu'une ombre, un fantôme, un épouvantail. Il entre dans le square et, avant même qu'il ait extrait de ses poches les sachets de graines qui devaient être leur cadeau de fin d'année, les volatiles abjects l'ayant aussitôt reconnu fondent sur lui, roucoulant affreusement par dizaines, aussi rapaces que des rapaces, et le recouvrant entièrement de leur graisse sale, pioche frénétiquement à coups de bec convulsifs dans ses poches décousues. Enveloppé de la tête aux pieds par ce manteau de bestiole, ne respirant qu'à peine pour ne pas les troubler, Grégor reste immobile. Tesla finit même par recueillir dans sa chambre d'hôtel des pigeons blessés, et ce jusqu'à avoir l'idée non concrétisée de monter carrément une clinique pour pigeons. Et Schnoes nous conte aussi le récit de la prise en charge d'une pigeonne par Tesla. Récit trouble, car l'attachement de Tesla vis-à-vis de cette pigeonne est le seul lien affectif que Tesla semble construire avec un être vivant depuis son enfance. Hormis peut-être Mark Twain, mais Schnoes ne s'y attarde pas, au contraire de Leucose. Pour décrire le lien de Tesla à la pigeonne, Schnoes emploie même les termes amoureux, fiancé, lien clandestin, état fusionnel. Son obsession ira en s'accentuant jusqu'à ce qu'il ne vive misérablement qu'avec des pigeons. Et il mourra ainsi comme dans une volière et avec la pigeonne tant aimée empaillée. Mais d'épouvantail, il devient une proie. Les pigeons du parc foncent un jour sur une voiture passant à côté de Grégor dans la rue qui le renverse. Et suite à cet accident, il aura une pneumonie à laquelle il ne survivra pas. Alors le personnage de Grégor chez Schnoes peut faire penser à certains personnages de Gogol ou Susskind. L'obsession, la paranoïa, l'absurdité dominent les personnages. L'exception et le savoir ont finalement un prix. Ici, la chute du héros est d'autant plus pathétique, significative, que Tesla aurait pu atteindre la gloire et la fortune d'un Edison, son contemporain, et son rival. On est là encore face à une vision romantique où le génie est finalement son propre ennemi. Le savant visionnaire semble toujours condamné à une fin tragique. Chez Leucose, Tesla déclare « Quand je pense au sort de Giordano Bruno, j'envisage le mien. » C'est un visionnaire, un avant-gardiste. Et Schnoes écrit « Une fois Grégor sorti, on s'accorde à rejeter la nouvelle lubie de cet illuminé, aimant mieux tout ignorer d'elle. On attendra que, de guerre mondiale, il arrive une deuxième pour trouver cette idée au fond pas si mauvaise, puis qu'elle devienne un outil de défense universelle, étant tout simplement celle du radar. » Alors on retrouve là l'image du génie qui meurt dans la misère, ses œuvres étant incomprises de ses contemporains, et Schnoes qualifie lui-même son héros d'incompris. Visionnaire, son génie ne sera reconnu qu'a posteriori, et c'est là aussi une conception quelque peu romantique. La vie de Tesla est finalement le récit de la splendeur et de la misère d'un ingénieur. Alors malgré son caractère en partie asocial, solitaire, Tesla nous est représenté dans les romans d'Schnoes et de Leucose comme un mondain courtisé, ayant du succès dans la haute société new-yorkaise. Dans les deux romans, on nous montre un Tesla captivant, bon orateur, sachant capter l'attention et la curiosité de la foule. Les conférences sont pour lui l'occasion de mettre en scène littéralement le courant alternatif. Devant une salle d'abord plongée dans une obscurité totale, quoique striée çà et là de luisances furtives, il apparaît d'abord d'un coup, dans un fond de lumière blanche et comme surgi de rien dans sa redingote noire cintrée,
long visage blême et haute silhouette encore grandie par un haut de forme, environné sur sa tribune d'objets extravagants, d'appareils jamais vus. Bobines solénoïdales, lampes à incandescence, spirales diverses et surtout nombreux tubes en verre de toutes formes, emplis de gaz à basse pression. Énigmatique et théâtral, ménageant ses éclairages et ses effets, Grégor joint à ses dons d'orateur ceux de comédien et de prestigitateur asymptote du magicien. Tesla, en quelque sorte, répète le geste initial, la force énergétique naturelle, faisant en outre écho à la scène de sa naissance, à l'orage originel. S'il peut mépriser les gens qu'il croise, Tesla sait néanmoins parfaitement comment s'adresser à eux, comment les convaincre. De plus, les attributs de l'ingénieur sont nécessaires à son entreprise théâtrale. Ils font pleinement partie de la mise en scène. Ils confèrent à l'ingénieur ici en scène l'aura magique, attribuée à l'ingénierie dans son ensemble, à l'activité même. C'est cela qui constitue l'imagerie de l'ingénieur. La technique compose avec la magie. Et comme le note Ernest Cassirer dans sa philosophie des formes symboliques, un instrument possède une forme d'action autonome et spécifique, un certain pouvoir démoniaque qui les habite. Ajoutez à cela des étincelles et des prodiges électriques, et j'emprunte ces termes à Echnoz, et l'aura magique devient encore plus flagrante. Le geste et le mot de l'ingénieur sont associés à la magie, à un savoir et un savoir-faire, une manipulation. La mise en scène de son métier déploie, confirme, la représentation que nous avons de l'ingénierie. La mise en scène montre avec éclat que l'ingénierie fait partie de la magie, surtout ici qu'il s'agit de maîtriser l'électricité, c'est-à-dire l'énergie, qui est du domaine du sacré, puisqu'associée à la vie et à la création. L'ingénierie, la technique comme la science, ont toujours été aussi une question de communication, de langage et d'argumentation. Il s'agit de dire la science, la diffuser, la vendre. Ici, l'aura magique de son statut, ingénieur, et de son objet de manipulation, l'énergie électrique, permet à Tesla de convaincre le public par la voie de la fascination. Spinoza le rappelait déjà dans son traité théologico-politique, pour gouverner la multitude, il n'est rien de plus efficace que la superstition. Tesla convoque donc dans la mémoire du public la figure mythique du manipulateur de feu. Fascinant, il subjugue. Il apparaît d'ailleurs ainsi comme un nouveau dieu lieur, subjuguant par la parole, rendant son public immobile, tout oui. En somme, son caractère extraordinaire, marqué dès sa naissance, est confirmé, renforcé par le caractère magique de ses démonstrations. Ingénieurs et magiciens font partie de la même lignée mythique. Tesla, chez Echnoz et Lecoz, et surtout chez Echnoz, est une nouvelle incarnation du savant fou, parfois inconséquent, peu conscient des possibles dangers de ses expériences, de son pouvoir. Alors chez Echnoz, dans Des éclairs, un épisode central le place définitivement du côté des savants fous. Après un banal dîner dans la haute société new-yorkaise, en compagnie entre autres de Mark Twain, Grégor rentre seul dans son laboratoire, un peu abattu. Alors je vais citer un peu longuement, parce que c'est vraiment un passage savoureux. Ses yeux flottant ainsi sur le laboratoire, verticalement traversé par un pilier de fonte massif, d'étage en étage, soutient tous les meubles en colonne vertébrale. Ses yeux s'arrêtent sur ce pilier qu'il considère longuement. Puis, traversé par une idée d'expérience, il se lève pour aller fourgonner dans une caisse d'outillage où il finit par trouver ce qu'il cherchait. Un petit oscillateur électromécanique de sa fabrication, pas plus volumineux qu'un jeu de 52 cartes. Ayant fixé l'oscillateur à l'aide de sangle sur un flanc du pilier, puis l'ayant déclenché, Grégor regagne sa chaise où il attend, par curiosité, de voir ce qui pourrait bien se produire. Or voici que peu à peu, sous l'effet vibratile de ce dispositif pourtant à première vue bénin, de menus choses disposées çà et là dans le laboratoire entrent une par une en résonance. Il les voit frissonner puis frémir, les entend murmurer puis bruire. La résonance se propageant bientôt aux objets plus volumineux, les meubles et jusqu'aux appareils entreprennent de s'agiter à leur tour de plus en plus vivement, se dandinant jusqu'à se distordre. Tous bientôt se sont mis à danser. Grégor, depuis sa chaise, trouve bien intéressant pareil phénomène, ayant tout oublié de son coup de cafard. Mais à son insu, cette vibration des très basses fréquences étant progressivement communiquée au pilier lui-même, celui-ci semble sur le point de sinusoïder, d'abord imperceptiblement.
Rien ne s'oppose dès lors à ce que ce mouvement se transmette au sous-sol qui grelotte à son tour, avant de gagner l'une après l'autre des structures souterraines de Manhattan comme sous l'effet d'un séisme, dont nul n'ignore qu'il gagne en intensité en s'éloignant de son épicentre. De manière insensible puis de plus en plus nette, les immeubles alentours commencent donc à trembler, se fendiller, se fendre, leurs vitrages explosant d'abord isolément puis tous ensemble. Peu de minutes s'écoulent avant que leurs habitants dévalent les escaliers en désordre pour se retrouver dans les rues, la plupart immobiles, nez levés devant les façades en mouvement, d'autres courant alerter les autorités. Grégor ayant déjà acquis la solide réputation de ce qu'on appelle un savant fou, des soupçons se portent promptement sur lui. Dans son immeuble qui tremble donc moins que les édifices circonvoisins, Grégor ne s'étant d'abord pas aperçu de l'ampleur du phénomène et saisi d'inquiétude en ressentant l'énorme grondement qui gagne à présent les parois et le plancher du laboratoire, tout s'agitant jusqu'aux images au mur qui s'animent dans leur cadre comme autant de petits films projetés, jusqu'à ce que l'atmosphère, l'air même, paraissent commencer de grogner, pénible sensation l'amenant à mettre un terme à l'expérience. Et savant fou, un génie solitaire jusqu'au bout, quand les policiers font irruption dans son laboratoire, Grégor vient de se résoudre à démolir enfin l'oscillateur d'un coup de marteau et il les a conduits sèchement. Ainsi, Grégor, n'a fait rien de moins que provoquer une sorte de tremblement de terre en pleine ville. Chez Lecoz, on nous dira d'ailleurs qu'il a été pris pour Faust. Or, Tesla représente d'autant mieux l'initié, possiblement dangereux puisque un peu savant fou, qu'il a trait à l'électricité, c'est-à-dire à l'énergie. Je l'ai dit, la maîtrise de l'énergie est réservée aux êtres d'exception. Connaître et maîtriser cette énergie, c'est connaître les secrets de la matière et de la création, c'est donc être initié. Tesla est l'homme électrique, pour reprendre le titre du roman de Lecoz. C'est le démiurge des mythes de la création, c'est Frankenstein. L'imaginaire mythique de l'énergie primordiale a été actualisé sous la forme de l'énergie électrique, le récit de Frankenstein devenant un nouveau modèle mythique. La représentation de Tesla est précisément inscrite dans cet imaginaire scientifique encore habité par la figure frankensteinienne. On peut même se demander si Tesla n'est pas un héros solaire, puisque chez Lecoz, il vise à offrir le soleil à sa mère. Je cite, « C'était ce soleil qu'il offrirait à sa mère, il le lui dirait, il le lui promettrait. Un jour, il saurait détourner l'énergie solaire au profit des hommes pour elle. » La crainte vis-à-vis des savants est en partie due au fait qu'ils maîtrisent cette énergie puissante et que le savant fou est ainsi en possession de grands pouvoirs. Tesla incarne cela parfaitement. On dit de lui, c'est l'extravagant, l'incontrôlable docteur Tesla, qui avait la main sur une énergie terrifiante. Tesla incarne donc ainsi le pouvoir scientifique et technique. Les romans d'Echnoz et de Lecoz, en peignant le portrait de Tesla, livrent une conception de l'ingénierie, de l'évolution des techniques, de l'innovation. D'abord, l'ingénierie pose la question comment naît une invention. Chez Martin Lecoz, l'inventivité de Tesla est conçue comme un don, tendant à la révélation. On nous parle en effet des visions de Tesla et d'intuition. La description du processus créateur prend chez Martin Lecoz des accents de révélation divine. On est ici dans le domaine du sacré. En réalité, c'était la deuxième fois que l'invention déterminante le rendait heureux. La première fois, c'était quand il avait reçu la vision de son système de rotation. Il n'était pas allé chercher, mais il avait reçu, dans son âme, le ray du regard divin. Un regard intemporel avait pénétré de sa lumière et avait imprimé en lui une image détachée du rebond, des causes et des effets. Et, sans le vouloir, il avait fait un bond hors du temps, il avait vu d'avance l'œuvre accomplie qu'il projetait de réaliser. Chez Echnoz, Grégor manifeste le don de se représenter intérieurement les choses comme si elles existaient avant leur existence, les voir avec une telle précision tridimensionnelle que, dans le mouvement de son invention, jamais il n'a besoin de croquis, de schémas, de maquettes et d'expériences préalables. L'ingénieur est comme, finalement, le récepteur, le réceptacle d'une idée impérieuse. C'est plus fort que lui, lit-on chez Echnoz. C'est comme si l'initié, l'élu, n'avait pas vraiment de contrôle sur son don. Il est perpétuellement baigné dans le bouillonnement de la pensée de la création, dans le chaos de l'orage. Son esprit vif est en perpétuel mouvement, dans une perpétuelle agitation. Or, le désœuvrement n'est pas son genre, comme il ignore tout de l'ennui, ordinairement trop occupé par le fil de sa pensée qui fonctionne seul à plein temps, malgré tout,
presque sans qu'il le décide. Son inventivité s'inscrirait en fait dans une sorte de logique de l'ingénierie. Existe-t-il un sens de l'évolution technique? Chez Echnoz, l'innovation sera en effet justement inscrite dans une sorte de sens de l'évolution technique. Il écrit « Or on sait bien que tout le monde pense toujours la même chose au même instant. En tout cas, se trouve-t-il toujours au moins quelqu'un pour avoir la même idée que vous ?» Ici, Echnoz tempère en quelque sorte l'idée du génie solitaire, pourtant présent ailleurs dans l'œuvre. L'invention peut devenir collective. On est proche ici de l'idée de progrès, supposant l'idée d'une logique interne à la technique, ou d'une logique de l'invention liée à l'évolution humaine, pouvant être similaire dans différents endroits du monde. C'est aussi l'image de la flèche du temps. De plus, Echnoz suggère bien que l'histoire des techniques est une construction, parfois aléatoire. Il s'agit de réécrire la genèse d'une invention. Et cela pose la troisième question en rapport avec l'ingénierie, quels sont les ressorts de l'innovation? Les motivations de l'ingénierie, comme des recherches scientifiques et techniques, dans leur ensemble, ne sont jamais strictement rationnelles. La rivalité entre Edison et Tesla marqua le développement de systèmes électriques, mettant en tension les différentes inventions et influant quelque peu sur l'orientation de l'innovation ingénierique. La guerre électrique, et je reprends là un terme d'Echnoz, la guerre électrique a ses anecdotes. Par exemple, Edison, voyant d'un mauvais œil les conférences à succès de Tesla sur le courant alternatif, alors qu'Edison s'était enrichi en développant au contraire le courant continu, en fondant la General Electric. Donc Edison voulut jouer sur le même plan, celui de la mise en scène, des images chocs, de la représentation. Il décida donc de mettre en scène la mise à mort d'animaux par le recours au courant alternatif, espérant ainsi faire associer dans l'esprit des gens le courant alternatif, représenté par Tesla, à la mort. Il s'agissait de frapper l'opinion d'une manière définitive, que les New-Yorkais ne fussent plus en mesure d'associer le courant alternatif qu'à la mort. La scène serait atroce, elle ferait sensation. Les gens accuseraient Tesla de cruauté en l'appelant génie du mal et le traiteraient d'assassin. Alors Echnoz relate aussi la démarche d'Edison. Face à la menace que représenterait pour son monopole l'essor annoncé du courant alternatif, il importe de circonvenir la concurrence. Il convient d'alerter l'opinion, s'efforcer de discréditer cette nouvelle technique qui risque de le priver d'un marché florissant. Il vient de mettre ainsi au point un plan susceptible de frapper les esprits. C'est ainsi que les employés de la General Electric vont commencer à capturer des animaux pour ensuite les exécuter en leur lançant une décharge de courant alternatif. Les bêtes se retrouvent sanglées sur une paillasse en pleine rue, devant la foule passante et présentée par un démonstrateur pour y être soumises, après un petit discours, à une bonne décharge de courant alternatif, avec le résultat qu'on imagine, riche en fumée, en étincelles, grésillements et clameurs, odeur de chair calcinée, rigidité cadavérique. Bon, ça va, vous avez fini de manger parce que sinon... Et Edison va aller jusqu'à recourir au cinéma, qui était une technique en pleine émergence. L'électrocution d'une éléphante sera filmée et projetée dans tout le pays. Mais il ira plus loin encore. Systématisées à tous les coins de rue et avant d'être projetées sur les premiers écrans, les électrocutions d'animaux créent d'abord d'assez vives émotions, puis continuent de faire encore leur petit effet, certes, mais peut-être bientôt, même éléphantesques, ne suffisent-elles plus. Ce que voyant, Edison et sa General Electric commencent à se demander si, tant qu'on y est, l'application du courant alternatif sur un être humain ne serait pas plus franche, explicite et spectaculaire, propre à mieux frapper les esprits et convaincre l'opinion de ses dangers. Reste à mettre la main sur un volontaire. Alors Edison va décider donc d'utiliser carrément un condamné à mort, Kemmler, dont la mort sera atroce, non instantanée puisque les bourreaux sont obligés de s'y reprendre à plusieurs fois, de lui envoyer plusieurs décharges électriques. Après ce premier condamné calciné, les fâcheux effets du courant alternatif sur l'homme sont désormais indiscutables. Thomas Edison n'est pas mécontent. Que tous les spectateurs de la fin de Kemmler aient été horrifiés par cette scène et puissent en témoigner fait parfaitement son affaire. Un tel système est associé désormais au nom de Westinghouse, l'employeur de Tesla. Comprenons son bonheur et n'oublions jamais que les plus belles inventions ont souvent de bien belles histoires. C'est par exemple ainsi que vient de naître la chaise électrique, d'un contre-argument publicitaire.
Alors, Echnoz souligne ici le caractère quasi incongru d'une invention, l'invention de la chaise électrique, qui a été conçue finalement à partir d'un ressentiment, d'une rivalité, à partir donc de motivations irrationnelles relevant plus du champ affectif et émotionnel que de concepts scrupuleusement pesés. Chez Echnoz, l'un des grands buts de Tesla a très vite été... Quoique non, j'ai peut-être parlé... J'ai combien de temps en fait maintenant du coup? Est-ce que... Moi, je vais passer ça quand même. Alors, Martine Lecoz va contrebalancer un peu ces épisodes qui marquent le roman d'Echnoz et qui apparente Tesla à un savant fou. Donc, Martine Lecoz va contrebalancer ces épisodes par les discussions que Tesla a eues avec son ami Mark Twain. Ces discussions au cours desquelles Tesla se montre soucieux de ses responsabilités et il apparaît ici plutôt justement comme un héros civilisateur soucieux de sa mission et de ses responsabilités. Il sait qu'il crée des inventions possiblement puissantes et que l'énergie est l'enjeu majeur du XXe siècle. Il est conscient du rôle social de l'ingénieur voué à œuvrer pour l'humanité. Lecoz cite d'ailleurs le discours que Tesla fera le 20 mai 1881 à l'Institut américain des ingénieurs. Nous arrivons à la fin d'un siècle qui a connu plus de bouleversements que tous les siècles précédents réunis. Les progrès de la science ont amélioré considérablement les conditions de vie de l'humanité. Et pourtant, malgré toutes les promesses de scientifiques, le monde dans lequel nous vivons est au bord de la rupture. Il n'y a pas de différence fondamentale entre le feu de bois d'un chasseur de la préhistoire et le moteur d'une voiture. Ce que nous voyons, c'est que cette technologie n'est plus appropriée pour garantir le bien-être et la paix de la population du globe. L'énergie est donc l'un des enjeux majeurs de notre époque et de notre avenir. Mais malgré ces possibles bonnes intentions, Tesla demeure, dans la représentation qu'on en a, et par l'objet qu'il manipule, l'électricité, demeure un manipulateur de la matière et de l'énergie, et les dérives sont toujours possibles. Le caractère majeur qui ressort des deux romans est qu'il apparaît comme un initié, un savant qui peut se révéler fou, impressionné par ses propres possibilités. Initié et savant fou, magicien et dieu lieur, Tesla fascine et effraie à la fois. Son statut d'être à part, en marge, intrigant, le place résolument du côté du sacré tel que le définit Rudolf Otto. D'ailleurs, il ne conçoit que de grands projets, pleinement intégrés dans sa conception religieuse du monde. Tesla n'envisageait sa tâche de savant qu'en fonction du grand désir de l'univers. Au fond, il sentait déjà qu'on n'exigeait de lui qu'une seule découverte. Cet aspect est prégnant, surtout chez Lecoz. Elle qualifie encore Tesla de chercheur d'invisible, de sauveteur, d'ingénieur du ciel, et lui faisant dire que la physique a sa cabale. Tel Adam dans la Bible, il est représenté comme le relais du démiurge, celui qui complète, prolonge la création, et surtout qu'il maîtrise l'énergie nouvelle. On peut même se demander s'il ne devient pas démiurge lui-même, puisqu'Echnoz le qualifie d'ubique. Mais de plus en plus, ce caractère sacré de l'ingénierie est débarrassé d'une quelconque figure divine. L'ingénieur est le seul acteur du sublime, l'agent de la transcendance, et Tesla peut représenter justement cette vision. Même si chez Lecoz, les utilisations du terme sublime peuvent paraître emphatiques, comme le reste du roman d'ailleurs, elle parle de porter vers l'inaccessible, peut-être le sublime, il n'empêche que nous sommes là face à une logique de l'imaginaire, faisant de l'ingénieur l'acteur du sublime. Le sublime technologique est un élément déterminant des cultures occidentales contemporaines, représentant la tentative titanesque qu'avait déjà décelée Ernest Junger au XXe siècle. Le merveilleux semble ainsi se manifester dans la fascination et la crainte que suscitent les grandes constructions et les grands projets technologiques. Le sacré est réinvesti, remodelé dans une perspective religieuse. Pour conclure, je dirais que Tesla, tel qu'on nous le représente, concentre différentes caractéristiques qui habitent, qui travaillent l'imaginaire occidental. Sa vie, de fait déjà en soi romanesque,
incarne ainsi un imaginaire de l'ingénierie directement lié à l'imaginaire scientifique et technique qui a aujourd'hui cours, composant avec un héritage mythique. On retrouve en effet les figures de l'initié, du savant fou, et teinté d'une note romantique, le génie solitaire et incompris. Il permet surtout d'ancrer la figure de l'ingénieur dans un passé en partie fantasmé, le XXe siècle et ses révolutions, et d'approcher l'imaginaire de l'électricité encore aujourd'hui très prégnant, associé notamment à l'image mythique de l'énergie et actualisé aujourd'hui dans les considérations et enjeux environnementaux, par exemple. Et juste pour voir comment on peut réutiliser des figures qui deviennent mythiques. Tesla est maintenant le nom d'une marque de voiture électrique. Voilà.